Madame, Monsieur, bonsoir. Coupure intempestive d'électricité avec son lot de désagréments aux populations, un cadre institutionnel et réglementaire défaillant, une faible capacité de production d'énergie électrique, ainsi se présentait l'image du secteur de l'énergie avant 2016 au Bénin. À partir de 2016, les choses ont bougé pour sortir le Bénin de la pénombre. Des réformes courageuses sont menées avec une séparation nette de la fonction de production, transport et distribution d'énergie électrique. Le Bénin tend-il vers son indépendance énergétique? La réponse est avec le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines. Bonsoir, M. Kehinde Polin-Akpona. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter et répondre à quelques questions liées à l'énergie au Bénin. Alors, pour aller au cœur des grandes réformes, résultats obtenus dans le secteur de l'énergie depuis 2016, j'officie cet entretien avec mon collègue de Radio Cotonou. Bonsoir, Honoré Naoum. Bonsoir à vous, William Tchoki. Bonsoir à vous, monsieur le ministre Akpona. Merci d'accepter véritablement notre invitation pour animer ce plateau avec vous. Et comme l'a signifié William Tchoki, on va essayer donc de voir tous les départements aujourd'hui dans le domaine énergétique dans notre pays, le Bénin. Et je vous propose qu'on puisse attaquer, bien entendu, avec la production de l'énergie au Bénin. Alors, avant 2016, est-ce que vous pouvez, un tant soit peu, nous présenter le tableau? Avant de venir sur les réformes qui ont eu lieu au niveau de la production et des résultats obtenus dans le même secteur, je veux d'entrée rappeler à la mémoire des Béninois qu'en 2016, en avril, bien précisément, qu'un homme est venu au pouvoir. Je parle du président Patrice Talon. Il est venu au pouvoir avec un programme d'action du gouvernement clair. La vision est clairement affichée, c'est de révéler le Bénin. Révéler le Bénin sur la base des réformes qu'il a entamées sur tous les secteurs de l'économie nationale. Ce qui fait la particularité qui caractérise l'homme, c'est au-delà de sa vision, c'est que c'est un homme de méthode et c'est un homme également de rigueur. Donc il s'est doté de cette vision de révéler le Bénin avec un programme d'action du gouvernement sur un quinquennat. Ce programme d'action du gouvernement a prévu des réformes, comme je viens de le dire, mais avec beaucoup de méthodes. Beaucoup de méthodes parce qu'il y a eu un dispositif de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, mais aussi un dispositif de son évaluation. Tous les secteurs étant touchés, le secteur de l'énergie n'a pas échappé à ces réformes. Et en termes de réformes ou de résultats que je souhaiterais que les Béninois retiennent globalement, c'est en 2016, 0 MW de produits pour 85 milliards de francs CFA. C'est l'état des lieux que je veux que le Béninois lambda retienne. Que 85 milliards ont été investis à Maria Gleta pour nous donner 0 MW d'énergie. Mais aujourd'hui, depuis les réformes de 2016, on produit aujourd'hui, sur les mêmes lieux, avec 118 milliards d'investissements, 127 MW d'énergie électrique. Ça, je voudrais que les Béninois, juste chez eux, comprennent cela. Et c'est alors qu'on peut constater que simplement il n'y a pas de cadre juridique réglementaire pour réguler le secteur en 2016. On peut aussi noter que le Bénin ne produisait pratiquement pas et donc dépendait pratiquement à 100% de l'extérieur pour son énergie électrique, plus précisément 95%. De l'énergie que nous consommions au Bénin à l'époque, en 2016, venait de l'extérieur. Donc c'était de l'importation. Ça veut dire que, et les 5% qui restent? Ça veut dire que ce n'était que la petite production qui se faisait à l'époque. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère où on parle du changement climatique, on parle de la pollution climatique. Et donc, le Bénin, tous les pays du monde s'étaient engagés vers l'énergie renouvelable de grande qualité qui pollue moins l'environnement. Et cette politique n'était pas du tout encore connue en 2016. Ce qui a amené le gouvernement du président Patrice Talon à engager 2 réformes importantes en termes de production. La première réforme, c'est de doter le secteur du cadre réglementaire et institutionnel. La deuxième réforme concerne l'organisation même du secteur.
en distinguant, en séparant les fonctions qui n'étaient pas compatibles cumulativement. Je veux parler de la fonction de production. La fonction de production est désormais dédiée à une entreprise qui s'en occupe, la Société béninoise de production électrique. La fonction de production est séparée de la fonction de transport. Donc le transporteur national reste la communauté électrique du Bénin, la CEB, qui s'occupe du transport, et la distribution est exclusivement réservée à la SBDCE, entendez Société béninoise d'énergie électrique. Lorsque cette clarification a été faite, quels sont les résultats qu'on a pu obtenir avec ça? Il y a eu un certain nombre de documents réglementaires qui ont été élaborés pour c'est-à-dire cadrer juridiquement le secteur. Il y a eu par exemple l'élaboration des décrets d'application de la loi du code électrique et d'électricité en République du Bénin. Le même code qui a été d'abord été revu, amélioré pour l'adapter aux spécificités de l'heure, parce que c'est un code qui existait, qui avait besoin vraiment d'être revu. Ensuite, il y a eu des politiques claires qui ont été définies pour l'énergie électrique au sein du pays, et politique dans laquelle le Bénin s'est engagé sur le chemin de l'énergie renouvelable. Il y a eu l'élaboration de la politique de maîtrise de l'énergie, mise en place des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique. Vous savez, quand on parle d'efficacité énergétique, il ne s'agit pas de produits seulement, mais il s'agit de produits de l'énergie de bonne qualité, donc stable, qui nous évite des baisses de tension à tout moment. Et ça, le Bénin a réussi à s'inscrire dans cette dynamique. Justement, à ce niveau, qu'est-ce qui a été fait de façon concrète pour qu'il y ait de façon cette concrète, je vous l'ai dit. Oui. Il y a eu d'abord la création de la Société béninoise de production électrique, et qui s'occupe rôle clé de sécurisation et de l'approvisionnement en énergie électrique, exclusivement. Donc ça ne se mélange pas. Maintenant, l'intégration réussie du Bénin, le Bénin s'est inscrit dans un marché régional de l'électricité. L'objectif est double: créer une synergie d'action entre les pays de la sous-région, mais aussi réduire le coût de l'électricité. Ce marché régional est confié à une institution qui a pour siège au Bénin et qui se trouve à Bomey-Calavi. Donc, de là, la capacité de la production énergétique est passée de 0 MW à 182 MW, et détaillé comme suit. Les 127 que je vous ai annoncés et que Maria Gleta produit désormais. Et puis, il y a des centrales qui ont été également construites à Koubé, avec une capacité de 25 MW, et la SBDCE qui avait une capacité de 30 MW. Lorsqu'on met tout ça ensemble, on a 187 MW d'énergie disponible pour faire face à la demande. Donc c'est notre capacité de production aujourd'hui au Bénin. Aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça, il y a des travaux qui sont en cours pour renforcer. Parce que cette capacité nous place à 50% de dépendance par rapport à l'importation. Nous importons également du Nigeria pour 300 MW et du Ghana, ce sont des contrats fermes, et du Ghana de 100 MW. Mis ensemble, le Bénin demeure à l'heure actuelle à peu près à 50% dépendant de l'extérieur. Donc la politique du gouvernement est de travailler à ce que cette dépendance se réduise à travers la construction des centrales solaires de 25 MW à Ilulofin. L'achèvement est prévu pour décembre 2025. Il y a aussi la construction d'une centrale solaire, Forsun, avec une capacité de 25 MW également. Il y a des perspectives. Il y a des projets en perspective. Ouais. On peut retenir le projet IPP 50. C'est la production par le secteur privé. D'accord. Oui, ça, la production par le secteur privé, et qui prévoit la construction de 4 centrales. Les 4 centrales seront reparties un peu partout sur le territoire national, à Boycon pour 15 MW, à Parakou pour 15 MW également, à Djougou et à Natitengu pour chacun 10 MW, qui seront construits pour venir renforcer. Le processus de signature de la convention est très avancé entre
ce privé et l'État béninois dans le cadre de ce projet. Il est prévu également la construction d'une centrale solaire de 75 MW à Kandi. En dehors de tout ça, vous savez que le Bénin a innové dans la mise en place de la zone franche industrielle à Glodjigbe. Et cette zone franche, l'ambition du gouvernement, c'est de rendre cette zone de façon totalement indépendante au plan de l'énergie. Vous voulez dire qu'on va installer une centrale à ce niveau? Exactement. Il y a une pour fournir de l'énergie aux industries qui viendront s'installer dans Absolument. Absolument. Il y a une centrale de 100 MW. Parce que c'est vraiment énergivore là-bas. Ah oui, mais vous ne pouvez pas faire de l'industrie sans l'énergie. Et vous savez qu'aucun pays ne peut se développer sans passer par l'industrialisation. Et ça, je me rappelle bien, le président Patrice Talon, le lendemain de sa prise de fonction, son premier déplacement a été sur le site de la société sucrière de Sabé. Et dans ses propos, il a dit qu'il a le rêve révolutionnaire. Et il a expliqué. Et c'était parfaitement une réalité. Toutes les industries du pays, à cette date-là, ont été construites sous la Révolution. Par le président Mathieu Kérékou. Vous allez entendre CITES, Sobetes, etc. C'était sous la Révolution que l'industrialisation a été amorcée. Après ça, plus rien. Alors un président qui a de la vision sait très bien que c'est l'industrie qui crée de la valeur. Et créant de la valeur, ça crée des ressources, des recettes pour l'État, à travers les impôts, à travers les taxes et autres, mais aussi c'est pourvoyeur d'emploi à la jeunesse. Donc, une telle politique doit être accompagnée par une politique conséquente et rationnelle de mise à disposition de l'énergie électrique. C'est pour cela qu'il est envisagé de construire sur ce site. Ce n'est pas encore fait, c'est ça? Non, ça c'est en perspective. En perspective. C'est en perspective. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous sommes largement au-dessus de la... Mais par moment, il y a des coupures quand même. Ah, ça, je vous explique. La coupure n'est pas due à l'indisponibilité de l'énergie électrique. Il y a eu un cas qui a été réglé très rapidement ce matin et qui a failli plonger les zones de Boïcon, de Dassa, de Sabé, de Sabalou dans le noir, parce que juste un arbre est tombé sur une installation de la CEB. Et il y a coupure. Donc, de ces incidents, de ces aléas, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais aussi, oui. Il y a parfois des coupures pour des raisons de maintenance. Parce que je le dis, ce qui n'a pas été fait, et pour que nous ayons des problèmes au plan de l'énergie électrique, c'est l'absence de maintenance des infrastructures qui datent depuis l'indépendance de notre pays et qui d'ailleurs se sont révélées finalement vétustes. Vous savez que la maintenance prolonge la durée de vie des infrastructures. Je voudrais revenir avec vous sur la production de l'énergie. Vous étiez en train de parler, bien entendu, des perspectives. Je voudrais savoir à quelle date le Bénin peut afficher une autonomie totale en termes de production énergétique. 2030 est fixé comme délai. Vous voulez dire qu'on ne va plus acheter de l'énergie chez le Nigeria, encore moins chez le Ghana? Le Bénin est résolument engagé sur ce chemin, parce que je vous ai dit, Glodjigbe, c'est dans moins de 5 ans. Hein. Glodjigbe, bientôt, c'est 100 MW. Et il y a un autre projet aussi ambitieux de barrage hydroélectrique de Dogobis, avec une capacité de 128 MW. Les études de faisabilité sont déjà achevées. Le processus de recherche de partenaires financiers et la mobilisation de financement sont en cours. Donc en 2030, le Bénin peut être en mesure de vendre de l'énergie parce que le chef de l'État l'a également annoncé. Ce n'était pas une incantation, puisque tout ce qui se fait, je viens de vous citer, nous avons aujourd'hui, en temps de pointe, un besoin de 350 MW. Il est vrai qu'avec les extensions, les populations s'installent davantage, ont besoin de plus en plus de l'énergie. C'est aussi vrai que le rêve béninois du chef de l'État, partagé par son gouvernement, de conduire une révolution ambitieuse d'industrialisation, a forcément besoin de plus en plus de capacités énergétiques en termes de consommation. Mais tout cela, avec tout ce qui est prévu, je crois que ça va vraiment être une prouesse qui va se faire. Le Bénin en avance sur pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, et même en avance sur certains pays dits développés en matière d'autonomisation. Je crois que nous pouvons y arriver. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi la mise en place d'un terminal flottant qui va permettre
de stocker surtout le gaz. Le gaz et surtout la regazéfication pour assurer l'approvisionnement en gaz naturel. Vous voulez dire que c'est une unité, c'est une industrie qu'on veut installer et qui va produire aussi de l'énergie pour renforcer ce qui existe déjà. Au port autonome de Cotonou. Ça, c'est déjà en cours aussi. Alors, j'aurais voulu qu'on explique davantage. Vous parlez de regasification, mais enfin, on n'a pas bien compris. Le gaz, dans son état naturel, ne peut pas être utilisé par l'industrie. Il faut le transformer. C'est cette transformation qui est qualifiée ainsi, un mot qui est un peu difficile à prononcer. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai, on a parlé de production. L'autre fonction phare au niveau de l'énergie, c'est bien sûr le transport. Là aussi, le Bénin a innové. Absolument. Le Bénin a innové déjà en dédiant une structure exclusivement au transport. Vous savez, lorsque l'énergie se produit, il faut l'amener de l'industrie, de la centrale, vers celui qui veut faire la distribution. L'énergie est fabriquée en une quantité avec une tension élevée, la haute tension, et donc il faut transporter, arriver au niveau de là où on veut remettre ça au distributeur, on le transforme en basse tension, la tension qu'il faut pour être consommé. Et c'est à ce moment que la société de distribution prend le relais. Donc essentiellement, cette structure... Quel était réellement l'état des lieux à ce niveau-là en termes de transport de l'énergie au Bénin? Le transport de l'énergie, c'est deux choses. 2016, oui. En 2016, tout à fait. Le transport de l'énergie, c'est deux choses. C'est d'abord les infrastructures, mais c'est aussi un système de maillage qui permet de savoir à tout moment comment est-ce qu'il faut faire le dispatching. Quand on prend, c'est du métier. Il ne suffit pas de transporter et juste, mais il faut aussi qu'il y ait un bon système de maillage qui permet de distribuer, d'envoyer vers les autres. Il faut dire que ce système de transport était à l'étape embryonnaire. C'était un foutou. La même structure pouvait faire aussi bien la production, le transport, la distribution. C'était un foutou. Une politique réelle de transport n'était pas du tout mise en place. Et la technologie pour le faire aussi était vraiment ancienne. Et donc, il faut, à titre d'exemple, de 1970 à 2016, environ 45 ans, la CEB n'a construit que 12 postes de transport appelés postes sources. Ce qui a amené le Bénin, le président Patrice Talon et son gouvernement à engager immédiatement dès 2016 cette réforme, déjà de réviser les statuts de la CEB pour lui donner un statut de transporteur, et redynamiser son mode de fonctionnement et tout. Et après, je vous ai dit que c'est d'abord du métier. Ouais. Donc, il va falloir que le métier de transport soit intégré, non seulement dans les statuts, mais dans les compétences aussi de la CEB. Et ensuite, de moderniser les infrastructures de transport. Ce que vous voyez, et puis on appelle les pylônes, un peu partout, ça sert à transporter l'énergie haute tension. Okay. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Ce qui a changé, c'est que quand on dit qu'on fait de la spécialisation, je suis bien placé pour vous l'expliquer, quand on parle de la spécialisation, c'est que l'entreprise se concentre sur un cœur de métier et devient spécialiste, forcément, la qualité du service devient meilleure, forcément. Donc, il y a ça. Donc, il n'y a qu'aujourd'hui, les infrastructures ayant été modernisées, ça permet d'avoir des capacités énormes pour pouvoir transporter l'énergie électrique et éviter ce qu'on appelle des pertes techniques. Donc, lors du transport, plus les infrastructures sont vétustes, plus on perd de l'énergie lors du transport. Donc, aujourd'hui, le transport est fait dans des conditions optimales qui permettent de transporter et de ne pas trop perdre de l'énergie sur la voie. Voilà. Et ne pas pénaliser les consommateurs, puisque plus la capacité est grande, plus nous avons suffisamment d'énergie à transporter. Si vous produisez suffisamment et que vous n'avez pas de capacités de transport qui sont cohérentes ou qui répondent aux besoins, on aura de l'énergie, mais on ne pourra pas les transporter. Et donc, à cet effet, près de 400 km de lignes de transport ont été construites et plusieurs postes ont été réhabilités. Il y a eu le poste d'Avakpa en particulier qui a été réhabilité, mais 8 autres postes ont été construits. Alors, les postes, comme je vous l'ai dit, c'est ces postes-là qui reçoivent
et font le dispatching. Et quand ça arrive, c'est eux qui reçoivent et font le dispatching. Et c'est pour cela que ça a permis, je voulais dire, de renforcer les capacités en énergie, par exemple de la zone franche industrielle de Sémécoudi. J'y étais, je suis allé visiter cette zone franche pour savoir, et parce que le souci du chef de l'État est de donner les conditions optimales de facilitation aux entrepreneurs qui ont été acceptés dans la zone franche industrielle. Et ce que je voulais dire, la politique d'industrialisation tient à cœur au président de la République. Et donc, il faut mettre toutes les conditions à leur disposition, y compris la disponibilité de l'énergie électrique. Donc, le renforcement de ce poste qui existait déjà au niveau de cette zone industrielle a permis de donner plus de capacités. Et aujourd'hui, il y en a suffisamment pour que désormais, tous ceux qui sont au niveau de la zone industrielle puissent être raccordés sur ce nouveau poste qui est créé. Alors, puisque le transport est plus fluide aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que d'ici là, le gouvernement pourrait revoir à la baisse le coût de l'électricité, le kilowattheure aux consommateurs, aux béninois que nous sommes? Si vous voulez que le service public s'inscrive dans la continuité, il faut que tout au moins le fonctionnement de nos sociétés d'État qui nous aident à mettre le service public à la disposition puisse fonctionner, tout au moins. Puisque l'État prend déjà en charge tout ce qui est investissement et s'inscrit même dans la subvention d'un certain nombre de choses. Parce que l'État n'a pas vocation à faire des bénéfices, non pas du tout. Mais l'État a vocation à assurer la continuité du service public et un service public de qualité. Donc un autre projet qui a été réalisé, c'est à Glodjigwe, la zone industrielle de Glodjigwe, à Calavi et l'expansion urbaine qui suit déjà. Il y a aussi une zone industrielle à Ouida qu'on appelle à Gapé. Là aussi, il y a un poste qui a été construit là, comme à Ouedo, à Tiémé, Comèche. Vous voyez dans certaines zones, parce qu'on parle du transport de l'électricité, donc il y a des poteaux qu'il faut implanter, il y a des raccordements qu'il faut faire. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de citoyens qui sont en attente. Non, quelle est la vision concrètement? L'électricité, pas autant. L'électricité, pas autant, parce que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu sur le terrain. Et puis, vous savez que on n'est pas. Ce gouvernement est un gouvernement responsable. Ce n'est pas un gouvernement qui fait de la, je vais dire, du superficiel, de l'apparence. Non, c'est du concret. Quand vous allez dans cette contrée, en termes d'énergie électrique, il y en a suffisamment. Il y a suffisamment d'énergie avec la construction de ces 8 postes. Il est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a déjà assez. Mais l'intérêt de ces sorties, l'intérêt de cette tournée, c'est aussi d'aller constater et de prendre des mesures immédiates, tout de suite. Parce que ce que le chef de l'État et son gouvernement visent, ce n'est pas seulement les infrastructures, mais c'est aussi l'impact sur le quotidien de la population. Et vous savez, ce projet qui a amené à construire les 8 postes, n'est qu'à sa première phase. La deuxième phase va toucher à plein fouet le quotidien des Béninois. C'est sûr et certain. Et puis c'est pour très bientôt et ça va se faire. Et sachez qu'à côté de ça, il y a eu des programmes et projets qui ont été faits d'électrification rurale qui ont touché les quotidiens à travers le projet Péru, par exemple, qui est un peu différent de ce que des projets d'envergure, mais qui touchent le quotidien des Béninois. Nous avons vu de nos yeux. Et donc, un effort énorme a été fait par le gouvernement dans ce secteur-là. Et je crois que ça continue dès que la phase 2 sera amorcée. Maintenant, ça touche directement à l'impact même de ces investissements sur les populations, tant au niveau urbain qu'au niveau rural. Donc ça veut dire qu'on peut donc avoir l'assurance de ce que vous allez continuer à implanter les poteaux, à continuer les raccordements pour absolument que les extensions vont se poursuivre, mais au-delà des extensions, c'est que des mesures d'interconnexion sont prévues et ces mesures d'interconnexion ont pour vocation de renforcer les capacités en énergie pour un peu plus de stabilité, mais aussi c'est un mécanisme qui, au bout du rouleau, finit par le bouclage et ça permet d'éviter que lorsqu'il y a un problème sur une installation, que ça se ressente sur tous ceux qui sont au bout, parce qu'on peut isoler ça et continuer la fourniture de l'énergie électrique de façon continue. Le temps de réparer la faute et de remettre la ligne directe.
ou carrément lors des maintenances qui sont indispensables. Et donc aujourd'hui, non seulement investir massivement, mais accompagne ces investissements des mécanismes de maintenance. Donc c'est prévu qu'il faut les maintenir pour allonger la durée de vie et par le mécanisme d'amortissement, on prévoit aussi l'autofinancement de ces infrastructures à des dates bien précises. Je ne vais pas oublier, s'il vous plaît, que également dans les collines, il y a un poste qui a été également construit qui peut permettre de vraiment aider les populations de Sabé et de Tassa pour venir renforcer les capacités de l'énergie. Donc il y a aujourd'hui, à côté de tout ça, au niveau de ces postes, vous verrez les centres de communication qui vont servir d'interface entre le transporteur et le distributeur. C'est pourquoi? C'est pour communiquer à temps réel et savoir ce qui se passe à travers les centres de dispatching pour savoir où est-ce qu'il y a eu panne. Où est-ce qu'il y a eu la panne pour qu'on aille rapidement détecter. Parce que c'est jusque-là, ce qui prend du temps, ce n'est pas la réparation. Non, c'est l'intervention pour remettre l'électricité. Ce n'est pas ça qui perd du temps. C'est plutôt le temps qu'on met à détecter la cause de la panne qui fait que ça met du temps. Donc pour cela, il y a eu la mise en, exactement, pour réduire ça, il y a eu la mise en place d'un système de gestion des interruptions qui permet de vite faire. Mais au-delà, une réflexion de plus d'envergure est en cours pour numériser tout le réseau béninois. Et ça permet, de maîtriser déjà la clientèle et de savoir où se trouvent les compteurs d'électricité, mais aussi ça permet, surtout l'objectif, c'est d'agir très vite. Alors, monsieur le ministre, il y a un problème, monsieur le ministre, vous savez, c'est un problème récurrent. On a des poteaux électriques qui s'allument 24 heures sur 24, pendant que d'autres encore les installés avec des lampadaires, mais qui ne s'allument jamais. Comment expliquer cela? Ça dit qu'à des moments donnés, les gens préfèrent laisser les poteaux allumés ça doit être, même en journée. Non, ça doit être des cas isolés. Mais il y en a plusieurs. Non, ça doit être des cas isolés. Et puis si vous le dites, je peux vous garantir que ça peut être dû à des problèmes d'ordre technique. Sinon, on ne va pas gaspiller de l'énergie électrique quand même. Parce qu'il y a des localités qui ont des poteaux bien installés, les lampadaires, mais ne s'allument jamais. Et les populations sont dans l'obscurité. Lorsqu'on va aborder la partie distribution, je crois qu'on va revenir là-dessus et puis nous parlerons aussi de l'éclairage public. Alors justement, on aborde, si vous permettez bien... Les perspectives, s'il vous plaît. Par rapport au transport. Par rapport au transport. Ok, allez-y. Voilà. Il y a le démarrage de la construction de la ligne de transport Natengu-Wassa-Pianco, Banikwara-Kandi. Et il y aura la construction des postes de transformation de haute tension à Wassa-Pianco et à Banikwara. Donc le financement est acquis. Il est attendu que les entreprises soient sélectionnées pour commencer le travail. Okay. Donc c'est ce qui reste à faire. En perspective. En matière de transport d'énergie. Du transport d'énergie. Ça va commencer quand? Le financement étant bouclé, et il ne reste que le recrutement des entreprises qui vont le faire. Donc raisonnablement, avant la fin de l'année 2025, on devrait démarrer ce travail. Mais il y a aussi de l'interconnexion. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. L'interconnexion est prévue entre Natitengu, Tangueta et Porga. Également entre le réseau de l'extrême nord du Togo et le nord du Ghana. Okay. Il y a aussi la réalisation d'une construction de lignes de transport, Parakou de Kisigbanan et Malanville, pour compléter la ligne qui part de Onigbolo à Parakou, au fin de constituer une dorsale nationale de transport qui partira de Sakété à Malanville. Tous ces efforts, c'est pour aller vers le bouclage dont je vous ai parlé. Le même mécanisme a été utilisé ici, au niveau urbain. Vous allez voir, dans la bande ouest de Cotonou, et tout ça s'est mis sous bouclage. Et c'est pour bientôt ces travaux-là, pour éviter que, dès qu'il y a une panne quelque part, que tous les systèmes soient... Donc ça va réduire considérablement les coupures d'électricité, les temps d'intervention. On va parler maintenant de distribution. On a déjà parlé de production, de transport. Distribution avant 2016, quel était l'état des lieux, monsieur le ministre Kehinde Paulin? Avant 2016, 1500 localités étaient électrifiées. Le taux d'électrification nationale était à hauteur de 30% et le taux d'électrification au niveau rural à 6,5%. En termes d'éclairage public, à peine 6 000 lampadaires nouvellement installés ou réhabilités sur le réseau et 17 000 lampadaires solaires. C'est ce qui était disponible. C'est ce qui était disponible. Et qu'est-ce que le gouvernement du président Patrice Talon a fait?
Les réformes ont été également, en termes de distribution de l'énergie, engagées, et surtout sur la principale société, l'unique distributeur national, qui est la société béninoise d'énergie électrique. SBEE. Voilà, et a été mis sous une gestion déléguée. Et Contrelec, qui est l'Agence nationale de contrôle des installations, a été également renforcée en capacité pour s'occuper maintenant du contrôle aussi des installations électriques internes. Donc, voilà, ce sont les les réformes qui ont été principalement engagées. Ces réformes, quels sont les résultats qu'on a eus au bout de ces réformes? De 2016 à 2024, il y a plus de 3200 localités qui ont été électrifiées, portant le taux de couverture nationale de 28 à 60% à fin 2024. Donc 28% en 2016, 60% en 2024. Et le taux d'électrification est passé de 30% à 45% au plan national. Et là où il y a une grande prouesse, c'est au niveau de l'électrification rurale. Ce taux, je vous avais dit, c'est 6,5%. C'est passé aujourd'hui, à fin 2024, à 30%. Et au titre des branchements, 297 000 nouveaux branchements ont été réalisés entre 2016 et 2023, avec une production de coûts de raccordement divisé par 5, facilitant l'accès à l'électricité à la population les plus vulnérables. Et là-dessus, je voudrais vous donner une petite explication, parce que le coût avant, c'était 105 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est à 20 000. Pour avoir l'électricité. Pour avoir un compteur à la maison. À la maison. Et au niveau rural, la population a été exonérée des formalités de Contrelec. Ils ne payent pas pour ça. Ils ne payent pas pour ça. Donc vous payez seulement les 20 000 francs, vous avez votre compteur à la maison. Vous avez votre 20 000 compteur à la francs, maison. d'accord, mais on souffre pour l'avoir quand même. Oui, à un moment donné, on peut parler d'indisponibilité, mais ces problèmes sont réglés maintenant. C'est réglé maintenant. Et c'est aussi dû non seulement à l'indisponibilité des compteurs entre-temps, mais aussi à la capacité de transfo à donner de l'énergie. Donc les transfos ayant été renforcés, ils ont plus de capacité et la disponibilité des compteurs électriques qui sont maintenant des compteurs intelligents. Parce que c'est ça aussi, cette réforme de passer de ces compteurs intelligents aux compteurs qui existaient a eu un peu de perturbation. C'est le même coût aussi en milieu urbain? Parce que c'est seulement 20 000 francs qu'on paye pour avoir sur le compteur en milieu urbain, mais le montant est différent. Non, le montant n'est pas différent, c'est au même coût. Je suis aussi à Cotonou, que oui, vous pouvez. Ce qui a été fait dans ce secteur, je vous dis. Je vais dans la direction de la SB2E, je dépose 20 000 francs, j'ai mon compteur, c'est ça? Oh, mais oui. Mais il y a une technique que vous oubliez, et ça je dois le dire ici, parce qu'il y a quand même des citoyens qui ont porté donc cette plainte-là plusieurs fois, que j'ai entendu. Il y a des stratégies qui sont utilisées au niveau des agences. Vous allez donc pour demander votre compteur, on vous dit c'est le coût, mais il y a des gens qui sont là, qui disent si vous voulez avoir ça dans la célérité, il faut donc payer plus. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Non, c'est tout l'intérêt de la gestion déléguée. Aujourd'hui, lorsque vous payez la SB2E, c'est une réforme organisationnelle inédite, y compris la mise en place d'un système d'information de gestion qui permet à temps réel d'avoir des informations sur ce qui se passe, surtout les plaintes qui sont remontées très rapidement. Aujourd'hui, la SB2E est en train de moderniser les directions régionales par la mise en place déjà des directeurs au niveau de ces régions. Et vous savez, le problème de nos entreprises publiques, qu'est-ce que c'est? Avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, tout le monde pense que c'est le public. On peut en faire ce qu'on veut. Et les hommes s'enrichissaient au détriment même de la qualité du service qu'ils doivent donner aux populations, au détriment même de la pérennisation même du service public, de la continuité, par tout au moins la prise en charge du fonctionnement de ces sociétés qui sont chargées de conduire ces politiques à l'opérationnel au profit de nos populations. Mais aujourd'hui, une nouvelle culture de gestion est en train d'être mise en place au niveau de la SB2E grâce à la gestion déléguée qui se passe très bien et que moi je soutiens de toutes mes forces, parce qu'on ne peut pas continuer par appauvrir nos sociétés au détriment du service public. Il y a plus de failles en tout cas, il y a plus de failles parce que les plaintes ne manquent pas. Aucun système au monde n'est infaillible. Aucune organisation au monde n'est infaillible. Tout ce qu'il faut éviter, c'est de perdurer dans l'erreur. Nous avons, pendant des décennies, on s'est comporté
comme si on n'était pas capable de conduire les politiques de développement. Le président Patrice Talon, en 5 ans, en moins de 5 ans, à partir de 2019 déjà, a démontré déjà qu'on peut, avec le peu de moyens que nous avons, en gérant avec transparence, en gérant avec rigueur, en mettant en place une bonne politique de transparence fiscale et budgétaire, on peut se développer avec nos maigres ressources. Ce n'est pas les moyens qui faisaient défaut, mais c'est la manière dont ces moyens avaient été gérés au détriment de l'intérêt général. Certains intérêts particuliers étaient satisfaits. Mais je vous répète qu'aujourd'hui, la culture d'entreprise qui est en train d'être mise en place au niveau de la société de distribution, dans les années à venir, dans les 3-5 années à venir maximum, porteront les fruits. Et puis, nous allons inculquer surtout une nouvelle culture d'entreprise à ceux qui... Est-ce qu'ils sont en train de préparer les Béninois, d'autant plus que... Ça se fait, puisque je viens de vous dire qu'il y a une réforme au niveau des directions régionales. Ce sont des Béninois qui sont nommés à ces postes et qui sont en train d'être, je vais dire, sensibilisés, formatés, merci, à une nouvelle culture d'entreprise qui placera l'intérêt général au cœur des actions de gouvernance. Alors, monsieur, je repose ma question. Je disais tout à l'heure, vous avez dit que quand on va aborder le secteur distribution, je dis il y a des poteaux dans certaines localités avec les lampades installées, mais qui ne s'allument jamais, pendant qu'ailleurs, il y en a qui sont allumés à longueur de journée. Comment expliquer cela, monsieur le ministre? Je vous ai dit d'abord que ce n'est pas des cas isolés, il faut le reconnaître, ce n'est pas majoritairement ce qui se passe. Même si c'est condamnable, et malgré ça, c'est condamnable. C'est condamnable qu'il y ait de l'électricité en plein jour quelque part, alors que de l'autre côté, la nuit, il n'y en a pas. Alors, je vais vous dire ce qui se passe actuellement. Avec la mise en place des directions régionales, on est en train de travailler, le directeur général de la SBDE, avec l'appui du directeur général de la SBPE, qui a une connaissance beaucoup plus globale du secteur, parce que, ayant été aussi un cadre de la SBDE pendant plusieurs années, il maîtrise autant bien la production, le transport que la distribution, ouais. De telle sorte que parfois, moi, je l'utilise comme expert dans toutes les réformes que je conduis à la tête de ces sociétés-là. Donc, le directeur de la SBDE, avec l'appui du directeur de la SBPE et la participation effective du directeur de la CEB et de leurs cadres, nous sommes en train de travailler à mettre en place un cadre de collaboration entre la SBDE, c'est-à-dire les directions régionales de la SBDE, avec les directions départementales de ministères et l'accompagnement des élus locaux pour que les directeurs départementaux ne restent plus assis dans leur bureau comme des commis de l'État. Ils doivent enlever leur cravate et les costumes et ils pour se mettre en tenue de combat. Et ils sillonnent. Oui. Ça, c'est un programme d'activité qui va leur être signé comme cahier de charge. D'accord. Ils vont descendre dans les communes, marcher dans les rues, aller eux-mêmes identifier ce qui ne va pas. J'ai fait un exercice dans la commune de Savet. Et pourquoi Savet? Savet parce que j'étais en week-end. J'étais en week-end et puis j'ai dit, à titre pilote, je vais expérimenter ce que je pense là. Point scientifique, c'est la démarche, la moindre démarche. Il faut faire les choses par l'expérience. Il faut expérimenter sa pensée. J'ai appelé le responsable régional qui réside à Dassa. Il m'a rejoint avec un de ses techniciens. Et j'ai appelé le directeur départemental. J'ai dit, nous allons faire le tour de la ville. Et on a appelé le maire qui n'était pas là, mais l'adjoint au maire nous a rejoints. Ouais. C'est le modèle que je voulais implémenter au plan national. Je dis, je profite de mon week-end pour le faire. Parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'on vient au bureau parce qu'on est ministre de la République. Il faut aussi aller sur le terrain. Et donc je dis, moi je consacre mon samedi à expérimenter. On a vu que les poteaux sont tombés par endroits. On a vu que des lampadaires ne fonctionnent pas par endroits. On a vu que les fils se sont abaissés jusque sur le toit des gens par endroits. Et ça a été relevé. On a vu où les transfos n'étaient pas en capacité réelle pour supporter les demandes de branchement que les populations réclament, alors qu'il suffisait d'un simple réglage. Ce n'est même pas qu'il y avait encore de la possibilité, il y avait encore de la capacité. Et quand on a fait tout ce tour, les gens ont témoigné. Mais les gens ont témoigné. Ah, mais que c'est bien. Et le directeur régional, il était comment? Il ne manquait pas de volonté. Ah bon? Mais oui, il ne manquait pas de volonté. C'est le leadership. Et je peux dire, faire changer un peu la donne. Oui, cette expérimentation aujourd'hui fera école et nous allons l'élargir
à toutes les communes. Nous prévoyons pour la dernière semaine du mois d'avril une réunion de tout ce monde-là avec l'implication des SE au niveau des mairies. Nous avons dit que ceux qui vont représenter les mairies, ce seraient les secrétaires exécutifs. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée des statistiques des ménages touchés par l'électricité fournie au Bénin? Dans le passé, 570 dans le passé. Aujourd'hui, on tutoie le million de ménages qui soient... Dans tous les cas, on a dépassé 900 000 à fin 2024. Et avec une amélioration nette au niveau rural. Vous avez parlé du taux qui est passé de 6, à 30%. Voilà. Alors, monsieur le ministre, si vous permettez, on ira à la régie. On va quand même suivre cet élément quand même, qui présente un peu les grandes réformes menées dans le secteur de l'énergie. Voici le reportage. 2016, c'était à peine 6 000 lampadaires solaires et seulement 17 000 sur les réseaux conventionnels. Aujourd'hui et dès 2023 déjà, c'en est à plus de 130 000, sans parler des formidables perspectives en lien avec l'exécution en cours des projets routiers futuristes à valeur ajoutée inouïe sur l'éclairage public, auquel, toujours plus loin, s'ajoutent les attentes du projet Lumière du Bénin, qui, lui, d'ici 2026, ambitionne 100 000 lampadaires additifs. Plus qu'un saut à pas de géant dans l'avenir donc, l'éclairage public des villes et campagnes du Bénin, en seulement 8 petites années du président Patrice Talon au gouvernail du bateau Bénin, revêt plutôt l'allure d'une révolution énergétique. Qui, pour oublier déjà le souvenir encore fumant des affres perpétuelles du délestage électrique qui, jusqu'en 2016, sévissait partout dans les ménages et les officines, à cause précisément de l'introuvable capacité propre de la production nationale, et ce, malgré, entre autres investissements aventureux, dont le pays s'était fait coutumier, les 40 milliards honteusement dilapidés pour la fameuse centrale fantomatique de Maria Gleta, du seul fait de l'irresponsabilité d'antan au sommet de l'État. De fait, du strict néant, 0 MW en 2016, la production énergétique propre cumule, rien qu'en 2023 déjà, à 182 MW, en plus des 400 autres. Et ce n'est pas tout. Parallèlement, le développement exceptionnel actuel du réseau national de transport et de distribution quasi nul avant 2016 fit le reste et rend désormais disponible et sans discontinuer l'électricité dans les 77 communes en République du Bénin. Pour en arriver au record inédit actuel dans la conquête de l'autonomie énergétique nourrie par le grand rêve présidentiel de Patrice Talon pour son pays, il a fallu nécessairement passer par de lourds travaux, toujours en cours de modernisation, d'un réseau vétuste qui, depuis plus de 50 ans, n'a fait l'objet d'aucun renforcement ni de suivi sérieux. Ce qui, en l'espèce, malgré un tel avantage comparatif, incomparable et sans exemple jusqu'ici, ne va pas toujours sans de menues perturbations, ici et là, dans la fourniture de l'électricité. Pour cause, la plupart du temps, des coupures programmées dans le cadre de ces travaux en exécution partout sur le territoire national jusqu'en 2025. À part ça, tout dans le meilleur des mondes possibles paraît plutôt bien à sa place. Alors, monsieur le ministre Aponan, vous venez de suivre avec nous cet élément témoin. Est-ce que vous avez une idée claire aujourd'hui de l'éclairage public dans nos villes? Vous savez très bien, il y a des rues qui ne sont pas éclairées. Vous avez certainement l'opportunité de constater vous-même, vous quittez par exemple Cotonou pour aller à Ouidah, où les gens circulent dans le noir, il y a des cas d'accidents et autres. Qu'est-ce que vous dites concrètement aux citoyens par rapport à l'éclairage public? Pour moi, le bon exemple, ce n'est pas Cotonou-Ouidah, c'est Cotonou-Calavi. Cotonou-Calavi. C'est ça, pour moi, c'est le bon exemple. Là aussi, il y a du noir. Oui, c'est ce que je vous dis. Voilà, okay. Il y en a plus. Alors que de 2016 à 2024, près de 100 000 lampadaires ont été installés sur le réseau d'éclairage public. Ça peut se vérifier. Mais quel est le problème qui se pose? Vous devez savoir que autant les infrastructures de l'énergie étaient vétustes, autant nos routes n'en valaient plus la peine. Autant. L'exemple que j'ai l'habitude de donner,
c'est la déventure du ministère de l'Agriculture. Tout près. On choisissait les tours pour passer devant le ministère le plus grand du pays en termes de création de valeur et d'emploi. Devant ce ministère. Il fallait négocier le passage. Il fallait négocier le passage. Quel est le lien? En 2016, j'en viens. Oui. Et donc, autant on avait eu besoin de renouveler les infrastructures de l'énergie électrique, autant on avait besoin de refaire nos routes, de les reconstruire. Et reconstruire nos routes, il n'y a pas que les bitumes. Il y a le déplacement de nos réseaux, tant en eau qu'en électricité. Il y a aussi l'éclairage public. Si vous suivez bien la politique budgétaire de ce gouvernement, avec sa rationalité, la rationalisation dans l'utilisation des fonds publics, on ne saurait remplacer des lampadaires sur des tronçons qu'on veut moderniser. Lorsque vous remplacez les lampadaires, c'est à coût perdu, alors que nous parlons de rareté des ressources. Et donc, toutes ces routes-là sont programmées pour être réhabilitées en bitume, en canalisation, en énergie électrique. Et pour quand? Mais c'est un coût. Vous regardez à partir de Glo, déjà pour aller à Boycon aujourd'hui, en traversant à Lada, vous voyez l'excellent travail qui se fait. C'est en double voie. Ça va entrer dans Calavi et venir croiser l'échangeur de Godomain avec le remplacement de tout ce qu'il y a comme installation d'éclairage public. Donc c'est le projet de remplacement de ces équipements-là qui véritablement va régler définitivement ce problème. Mais il y a aussi une réforme dans ce secteur. Vous savez, c'était laissé au bon vouloir des communes à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a un projet qui va être conduit, bien sûr, en collaboration avec les mairies, pour que les villes soient désormais bien éclairées et tout. Donc, ce n'est que nos ruelles aussi. Partout où l'asphaltage va passer, c'est systématiquement avec toutes les commodités. Vous voyez ça? Partout où l'asphaltage passe, ce n'est pas qu'on a, vous savez... les lampadaires solaires, c'est ça? Oui, solaire. On a vu ça. Est-ce que le projet a prévu, après que les batteries soient épuisées, qu'on pourrait les remplacer quelques années après? C'est prévu dans tout ça? Vous serez surpris par la cohérence et l'intelligence qu'il y a derrière la stratégie de l'électrification au Bénin. Il est prévu que des centrales photovoltaïques soient construites pour être des relais de remplacement de ces installations. Le Bénin ne va pas continuer par importer. Quand je vous parle d'industrialisation, ce n'est pas seulement alimentaire, c'est dans tous les secteurs. Tout ce qui se fait déjà aujourd'hui à Glo-Djigbe, c'est beaucoup de choses. Mais il est prévu aussi que des centrales soient construites pour fabriquer des batteries qui peuvent être utilisées comme relais pour remplacer. Donc des matières premières, des pièces de rechange indispensables qu'il ne faut pas aller chercher à l'extérieur après. Quand on a ces genres de projets d'envergure, des projets structurants pour soutenir la constance et la continuité dans la fourniture de l'énergie électrique, souffrez que ça prenne un peu de temps. Donc vous dites aux populations que ça prenne un peu de temps. De continuer de rêver, c'est ça? Non, ce n'est pas un rêve. C'est pas un rêve puisque c'est clair, ça se voit que les travaux se font. Et ça va se continuer. Et le chef de l'État a été formel là-dessus. Et c'est dans cette optique que nous nous sommes inscrits en lançant le PTA du ministère pour 2025. C'est de voir tous les chantiers qui sont en cours être achevés au 31 décembre 2025. Et c'est ce que nous avons retenu ensemble avec mon cabinet pour dire que le maître mot du lancement du PTA, exercice 2025 du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, c'est d'achever tous les chantiers qui sont en cours actuellement, sauf ceux dont les délais contractuels vont au-delà de 2025. Mais tous les chantiers qui ont été lancés et dont les délais courent jusqu'à 2025 doivent être complètement finis. Il n'y aura pas d'éléphant blanc sous le régime du président Patrice Talon. C'est ça qui justifie mon déplacement sur le terrain. Parce que quand nous nous déplaçons sur le terrain, ce n'est pas seulement pour aller constater. Le premier geste que j'ai posé, arrivé à la tête de ce département ministériel, c'est d'avoir mis en place un comité de suivi des programmes et projets du PAG au sein du ministère. Ce comité qui me suit dans la tournée note à chaque étape la date limite
de livraison de chaque chantier, les taux d'exécution actuels et la date limite du chantier, et ils repartiront à ces dates-là ou à une semaine de ces dates pour aller constater l'effectivité du respect des délais. C'est formel, j'ai été formel là-dessus. Alors, on est en 2025, vous l'avez dit. Alors, quelles sont les perspectives pour que les Béninois aient de l'énergie à foison, j'allais dire, en grande quantité et à moindre coût? Les efforts vont se poursuivre. Ouais. Les efforts vont se poursuivre en termes de mise aux normes et de modernisation de nos réseaux de distribution de l'énergie électrique. À cet effet, plusieurs communications sont déjà passées en Conseil des ministres. Il y a la poursuite, l'électrification rurale va se poursuivre pour donner accès à l'électricité à tous nos compatriotes ou qui se trouvent sur le territoire national. Et voilà ce que je peux vous dire par rapport aux perspectives. Et les projets qui sont déjà en cours vont être rigoureusement suivis afin que ce que nous recherchons en termes d'électricité, l'impact sur le Béninois lambda soit une réalité et que chaque Béninois et chaque Béninoise, où qu'il soit, puisse être capable d'appuyer sur le mur, sur un interrupteur et avoir l'électricité chez lui, que les entrepreneurs installés dans les zones industrielles ou pas puissent avoir de l'énergie de qualité pour faire tourner les usines, créer de l'emploi, créer de la valeur, pour créer de la richesse nationale. Merci à vous, Monsieur le ministre Kehinde Paulin Akponan. Vous êtes ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines. Vous avez essayé donc d'apporter un peu plus de clarification au peuple béninois par rapport à la gouvernance du président Patrice Talon et de son gouvernement dans le secteur de l'énergie dans notre pays. J'espère bien que vous vous rendrez disponible pour d'autres plateaux, pour aborder d'autres secteurs que vous pilotez, bien entendu, depuis votre arrivée donc dans le gouvernement du président Patrice Talon. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et à très bientôt.